réparer la nature, ramener la vie sauvage dans des milieux dévastés par les activités humaines, c'est l'audacieux défi que des hommes et des femmes ont décidé de relever un peu partout sur la planète. Dans les grandes prairies sud-américaines, les plaines du Kalahari et le bush africain, des équipes de scientifiques se mobilisent pour sauver des milieux naturels que l'on croyait perdus à jamais. Au Mozambique, la plus grande opération de réintroduction d'animaux sauvages au monde vient de commencer. Durant plusieurs mois, des équipes de vétérinaires, des soigneurs et des rangers vont capturer et déplacer plusieurs milliers d'animaux. Mets-le sur le côté droit, c'est mieux. L'objectif de ce spectaculaire projet, organisé par les autorités et la fondation Peace Parks, est de rendre au parc national de Zinave son visage d'autrefois. Cette réserve, créée en 1972 pour protéger les éléphants, les girafes et les autres animaux de la savane, a été ravagée par des années de guerre civile et de braconnage intensif. Le parc national de Zinave se situe dans la partie sud du Mozambique. Délimité au nord par la majestueuse rivière Save, il s'étend sur plus de 4000 km². Bernard Van Lent pilote le projet de repeuplement lancé par la fondation Peace Parks en 2016. Avant chaque réintroduction, il prend de la hauteur pour vérifier l'état du parc et le niveau d'eau dans la rivière. Zinave était reconnu pour la grande quantité d'animaux qu'il abritait. Et puis malheureusement, la guerre civile, comme toutes les guerres civiles, a eu un effet dévastateur sur ce parc national. Les écosystèmes se sont effondrés, le braconnage a provoqué la quasi-extinction de la faune locale. Le problème, c'est que la végétation n'est plus entretenue comme elle devrait l'être. C'est important de rappeler que la végétation est faite pour être broutée par les animaux. Et si ce n'est pas le cas, elle n'évolue plus naturellement. Même si le paysage semble magnifique avec tous ces grands arbres, en réalité, il y a moins de biodiversité, car la végétation ne se régénère pas normalement. La diversité d'insectes diminue, la diversité d'oiseaux diminue, la diversité des petits prédateurs diminue. De 1977 à 1992, durant 15 années de guerre civile, les populations ont eu recours au braconnage pour pouvoir subsister. Seuls quelques petits herbivores et des animaux ayant trouvé refuge dans la rivière Save ont échappé aux heures sombres qui ont marqué l'histoire du Mozambique. Bernard poursuit son inspection au sol pour s'assurer que les rescapés ne souffrent pas de la saison sèche. De petites populations se sont maintenues et survivent encore dans ces bassins que l'on trouve tout au long de la rivière. C'est assez profond, c'est vraiment un endroit sûr ici. Ces populations seront au cœur de tout effort de protection dans le futur. Dans ces cours d'eau, les poissons se reproduisent, les hippopotames sont en sécurité, il y a un grand nombre de crocodiles qui se rassemblent dans cette zone parce que c'est un endroit sûr. Pour l'équilibre écologique du parc, la rivière elle-même, mais aussi ses bassins sont essentiels. La disparition des éléphants et des grands troupeaux d'herbivores a bouleversé la diversité végétale et transformé les paysages. En quelques années, les arbustes et les arbres se sont mis à proliférer.
Alors qu'avant la guerre, les savanes occupaient 80% du parc, elles ne représentent plus aujourd'hui que 25% de sa superficie. Ces géants séculaires qui dominaient les savanes sont désormais les derniers vestiges d'un monde sauvage disparu. Ces baobabs sont les témoins de l'histoire de Zinave. Certains d'entre eux sont là depuis plus de 1000 ans. Ils ont assisté aux bons et aux mauvais moments de Zinave. Ce baobab est la preuve évidente qu'il y a eu des éléphants dans le parc. Vous pouvez voir les traces de blessures qui ont maintenant cicatrisé. Ce sont les endroits où les éléphants arrachaient l'écorce du baobab, particulièrement durant les saisons sèches. Ces baobabs ont vu les animaux disparaître durant les dernières décennies et nous espérons que pendant les prochaines années, ils seront les témoins d'un nouveau chapitre de l'histoire de Zinave. Le premier acte de cette incroyable épopée commence en 2012 par un geste fortement symbolique, la réintroduction de 7 girafes. Cette espèce avait totalement disparu du Mozambique. Mais ce n'est que 4 ans plus tard que les opérations de rewilding vont réellement débuter. Et la tâche est colossale. Il faut d'abord réduire les zones forestières et restaurer les grandes prairies indispensables aux herbivores. Pour y parvenir, les équipes du parc misent sur le retour d'un destructeur de forêt hors pair, l'éléphant. En 2016, lors d'une première phase de réintroduction, 80 individus ont été relâchés. Ces poids lourds préparent le terrain pour les autres espèces. Les éléphants sont probablement passés ici la nuit dernière. Un petit groupe, peut-être 2 ou 3 éléphants. João Simoes de Almeida, le vétérinaire spécialiste de la faune sauvage africaine, vérifie l'impact sur l'environnement de chaque espèce réintroduite. On peut clairement constater que cet arbre a été déraciné. On voit des traces d'éléphants partout. Et cet arbre a été abattu par des éléphants, comme beaucoup d'autres ici. C'est une pratique courante. On pourrait considérer cela comme ayant un impact négatif pour la forêt, mais en réalité, s'ils le font de manière modérée, c'est très positif. C'est un des rôles essentiels qu'ils jouent dans cet écosystème. Cet arbre, par exemple, n'est pas encore mort. D'autres herbivores peuvent donc se nourrir de ces feuilles rendues accessibles. Ils n'auraient pas pu le faire autrement. Ils arrachent aussi l'écorce des arbres. Elles abritent souvent de nombreux insectes et des termites. Et certains animaux, comme les oiseaux, qui se nourrissent d'insectes, en profitent aussi. Les éléphants peuvent consommer 200 kg de nourriture par jour. En cassant les branches et les arbres pour atteindre les feuillages, ils ouvrent des passages dans les zones boisées. Grâce à leur action, de nouvelles clairières se forment, la lumière atteint à nouveau le sol et les savanes réapparaissent. Ces colosses ouvrent ainsi la voie aux autres grands herbivores. On peut dire que les éléphants sont aussi bien les jardiniers que les architectes de la savane. On les appelle les ingénieurs de la brousse, car ils jouent un rôle important en transformant l'écosystème pour le bénéfice d'une très grande diversité d'espèces. Donc les éléphants sont des éléments cruciaux de l'écosystème. C'est pour cette raison qu'il est vraiment important de les transférer ici. Avant la guerre civile, 1500 éléphants entretenaient cet immense territoire. Aujourd'hui, ces géants ne sont pas assez nombreux pour remodeler 400 000 hectares envahis par les buissons et les forêts de Mopane. Les autorités et les équipes de la Fondation Peace Parks ont donc décidé de renforcer les effectifs. Et pour cela, il n'existe qu'une seule solution:
aller prélever des éléphants dans les parcs et les réserves où ils sont trop nombreux. C'est justement le cas, à 700 km de là, en Afrique du Sud, où le parc de Kruger est confronté à un problème de surpopulation. Kruger compte plus de 11 000 éléphants, alors qu'il ne peut pas raisonnablement en accueillir plus de 7 000. Cette situation menace l'équilibre écologique de toute cette région, mais c'est une aubaine pour le parc national de Zinave et pour ses éléphants en surnombre. Car les autorités du parc de Kruger cherchent à s'en séparer pour ne pas avoir à les abattre. Une opération d'envergure est organisée pour déplacer une vingtaine d'individus. La tension est extrême car la capture comprend des risques. Les éléphants sont unis par des liens familiaux et sociaux très forts. Il faut à tout prix éviter que dans la panique, les éléphantos se retrouvent séparés de leur mère. Une fois anesthésiés, ces poids lourds pouvant peser jusqu'à 6 tonnes doivent être déplacés avec précaution. Cette précieuse cargaison ne porte pas seulement l'espoir de la renaissance de Zinave. Elle s'inscrit aussi dans un projet encore plus ambitieux, la création d'un gigantesque parc transfrontalier. Un peu plus grand que l'Islande, le parc transfrontalier du Grand Limpopo permettra de relier entre eux 5 grands parcs africains situés au Mozambique, au Zimbabwe et en Afrique du Sud. Il s'étendra sur plus de 100 000 km². Le docteur Bartolomeo Soto, directeur de la Fondation Peace Parks au Mozambique, est au cœur de ce grand projet. Zinave fait partie d'un grand rêve, la création d'une zone de conservation transfrontalière qui va du parc national de Kruger jusqu'ici, en passant par Gonarezu. Dans quelques années, les barrières tomberont. Les animaux des différents parcs pourront se déplacer librement d'un pays à l'autre, se croiser et se reproduire. Mais pour le moment, l'accord passé entre les 3 nations frontalières facilite essentiellement les échanges et les transferts d'animaux entre parcs. Ce projet en est le parfait exemple. Les populations d'éléphants sont trop denses en Afrique du Sud et on peut maintenant les transférer au Mozambique, à Zinave. Notre conviction, c'est que les éléphants appartiennent à tout le monde. Ils n'ont pas besoin de passeport pour être déplacés depuis l'Afrique du Sud jusqu'ici. Ils sont considérés comme des citoyens de cet immense écosystème. Au fil des mois et des saisons, grâce à l'action des éléphants, les savanes gagnent à nouveau du terrain. Pour éviter que les arbustes et les arbres ne repoussent, les équipes ont décidé de réintroduire 250 kobs à croissant prélevés à Gorongosa, un autre parc du Mozambique. Moins spécialisés et moins exigeants que d'autres espèces d'antilopes,
les kobs peuvent consommer des joncs, des roseaux et des arbrisseaux. Ces formidables débroussailleurs poursuivent ainsi l'action accomplie par les éléphants. Au quartier général de Zinave, Trevor Landray, le directeur des opérations, et Bernard Van Lent suivent quotidiennement les déplacements des éléphants et tout particulièrement ceux des nouveaux venus. Chacun de ces marqueurs représente un collier à un moment donné. Nous suivons certains colliers en particulier afin de voir comment les éléphants s'adaptent et dans quel type d'habitat ils se trouvent à ce moment précis. Nous allons partir à la recherche de ces éléphants et si nous n'arrivons pas à les localiser physiquement, à cause de la forêt ou des buissons, ce soir, nous irons au lac pour y installer des pièges photographiques. Nous les positionnerons près des endroits où ils boivent, en espérant avoir plus de chance là-bas. Il semblerait que dans la journée, ils sont surtout dans cette zone. Et en début de soirée, ils se déplacent vers la zone de dépression. Donc selon l'heure à laquelle nous partirons, nous irons voir aux alentours, ok? En fin d'après-midi, ce serait bien de se rendre dans cette zone. Et on pourra voir les éléphants venir au point d'eau. Au fil du temps, les éléphants acquièrent une multitude de connaissances. Ils savent où trouver de l'eau et de la nourriture, même en période de sécheresse. Mais lorsqu'ils sont déplacés, ils n'ont plus de repères. Ils sont complètement désorientés et les hardes familiales peuvent se disloquer. Trevor Landray aimerait s'assurer que les derniers groupes réintroduits sont restés unis, qu'aucun individu ne s'est égaré ou perdu. C'est encore chaud. Il était ici il y a 30 minutes. Il doit donc se trouver à quelques kilomètres d'ici. Ok, je voudrais pas qu'il prenne trop d'avance. L'utilisation d'un drone est souvent le meilleur moyen pour les apercevoir, car la végétation est trop dense pour suivre la harde. Et depuis leur capture, les éléphants ont développé une peur farouche des humains. À la moindre alerte, ils s'enfoncent dans les sous-bois. À cause du souvenir de la translocation, ils sont déboussolés. Et cela pourrait prendre pas mal de temps, vous savez, 1 an ou 2, avant qu'ils ne s'installent, s'adaptent à leur nouvel habitat et se sentent comme chez eux. Les éléphants ne sont pas faciles à suivre. Leurs trajets sont imprévisibles. Ils se déplacent en permanence et sont capables de parcourir jusqu'à 40 km par jour. Mais ils ne peuvent pas se passer d'eau. Trevor Landray décide donc d'installer des pièges photographiques aux abords d'un point d'eau. Comme on peut le constater, il y a de nombreux indices de la présence d'éléphants. Je pense qu'il faut aller par là pour trouver un endroit stratégique, le long de ce chemin. Je pense avoir un bon angle ici, et je vais mettre une autre caméra là-bas pour couvrir l'arrivée des éléphants venant de ce côté. Je pense que c'est un bon emplacement. Les éléphants et les kobs ont accompli leur mission. Pour les équipes du parc, le temps est donc venu d'introduire de nouvelles espèces d'herbivores. Chaque animal joue un rôle dans l'écosystème. Les buffles mangent cette partie haute de l'herbe, qui est nutritionnellement très pauvre.
Et cela rend le reste de l'herbe accessible aux autres types de brouteurs. Généralement, une fois que les buffles ont mangé la partie supérieure, les zèbres arrivent et se nourrissent de la partie basse parce que leur dentition est bien adaptée. Il reste alors juste la partie au ras du sol qui est très riche nutritionnellement et dont profitent les plus petits brouteurs comme les steenbocks ou les impalas. Chaque herbivore a sa spécialité. Ces brouteurs à rayures et ces troupeaux de ruminants ont une action complémentaire sur la végétation. Mais ce ne sont pas les seuls. Les buffles, les zèbres et les autres animaux qui ont déjà été transférés à Zinave préparent l'herbe en quelque sorte. Ils préparent ces pâturages pour les autres espèces. Les prochains sur la liste sont ceux qui vont tirer avantage de la présence des buffles et des zèbres, les impalas ou les gnous par exemple. Les gnous bleus formeront avec les buffles et les zèbres un trio de choc ratissant tout sur son passage. Pour se procurer des gnous, le parc de Zinave peut encore une fois compter sur son principal partenaire. Car au même titre que les éléphants, le parc de Kruger a vu sa population de gnous exploser. Dès l'aube, un impressionnant dispositif se met en place. Plus de 80 personnes, un hélicoptère et plusieurs semi-remorques sont mobilisés pour capturer des gnous. Nous vérifions le bon fonctionnement des bâches pour voir si elles n'accrochent rien au sol. On fait en sorte que tout soit en place. Tout va bien? Laurens Delange, le coordinateur des opérations des parcs sud-africains, règle les derniers détails. Afin de rabattre une centaine de gnous vers les camions, les équipes ont construit un boma, un gigantesque corridor en forme d'entonnoir qui conduit aux remorques. Temi, si on pouvait commencer la journée par une prière, s'il te plaît. N'oubliez pas que ces animaux sont dangereux. Vous l'avez déjà vu dans le passé? Ils n'hésiteront pas à vous foncer dessus, surtout les gnous. Nous prévoyons de capturer uniquement des gnous bleus. Ici, Laurens, au sol, à vous? Tout va bien, je finis juste de briefer les gars et on peut y aller. Toute la difficulté consiste à rabattre des troupeaux complets, à ne pas laisser de petits groupes isolés. Au sol, les choses ne se passent pas forcément comme prévu. Les gnous n'en font qu'à leur tête et refusent de s'engouffrer dans le boma. Laurens se jette dans l'arène. La situation est dangereuse. Les gnous sont tout à fait capables d'encorner un homme. Les équipes en embuscade reçoivent enfin le signal de refermer le boma. Pour l'instant, ça va. Ça fait 1 heure et tout se passe bien. Les derniers individus finissent enfin par se précipiter dans le piège qui les conduit au camion semi-remorque.
C'est un privilège de déplacer ces animaux pour établir de nouvelles populations, là où ils ont été quasiment décimés par les hommes. C'est quand même assez triste d'en arriver là, tout ça parce qu'à certains endroits, ils ont disparu. Le convoi n'attend pas une minute pour prendre la route, car les gnous vont devoir supporter 2 jours de voyage. Transporter des animaux sur de longues distances et sous de fortes chaleurs entraîne souvent des pertes. Mais c'est un risque à prendre. À Zinave, les équipes du rewilding doivent faire face à une situation préoccupante. Avec le retour en nombre des grands herbivores, le braconnage a repris. Les autorités ont donc créé une brigade de rangers. Nous sommes au poste appelé Mayemba. Il est divisé en 3 sections et chacune est dirigée par 2 inspecteurs. Chaque section a un responsable et c'est le chef de son équipe. Ces nouvelles recrues, issues de communautés locales, suivent une formation intensive pour renforcer la brigade. Catalina et Milton, approchez-vous s'il vous plaît. 80 jeunes rangers vont désormais assurer la protection du parc. Leur mission est périlleuse, car les braconniers sont imprévisibles et souvent armés. Voici des armes à feu artisanales. Elles ont été fabriquées il y a de nombreuses années. C'est l'art du fait maison. Cette partie est en fait un morceau de tuyauterie. C'est très rudimentaire. L'un de ces fusils peut tuer entre 50 et 100 animaux par an. Quand on sait que j'en possède 260 au total, le nombre d'animaux qui ont pu être sauvés est vraiment très important. Cette salle est entièrement dédiée à la stratégie de lutte contre le braconnage. Grâce à la technologie de GPS par satellite, Trevor peut suivre la position de chaque brigade de rangers en temps réel. Il peut ainsi envoyer des renforts rapidement si une équipe en a besoin. Afin de surprendre les braconniers, les gardes armés se déplacent en toute discrétion, à vélo tout-terrain. Les patrouilles surveillent avant tout les points d'eau où se rendent régulièrement les herbivores au cours de la saison sèche. En l'absence de lions et de léopards, les braconniers n'hésitent pas à s'enfoncer dans les secteurs reculés du parc, à plusieurs heures de marche de leur village. Ils installent même des campements pour y passer la nuit. Les cendres sont encore chaudes. Il ne faut jamais chercher bien longtemps pour repérer des pièges ou des collets. Et aujourd'hui, ils ne trouvent pas seulement 1 ou 2 pièges, mais plus d'une dizaine. Dans ce secteur, il y a beaucoup de braconniers et beaucoup de collets. On peut désactiver 400 ou 500 pièges par mois. Ça dépend de l'opération en cours et de la densité de la végétation. Notre objectif est de dégager et de protéger ce secteur, afin que personne ne vienne activer les collets. Ces pièges redoutablement efficaces laissent peu de chance aux herbivores.
Mais l'intervention des patrouilles permet de sauver de nombreux animaux. Et la situation est en train de changer. Ces 2 dernières années, les équipes de rangers ont réussi à sécuriser plus de la moitié du parc. Ici, nous avons le tableau du mois de janvier au mois d'octobre de cette année. Voilà le décompte des collets, cabos de aço en portugais. À ce jour, le total est de 11 194. Mais ce qui est flagrant, comme on le voit ici, c'est que le nombre de collets récupérés est en baisse chaque mois. En fait, cela signifie que 11 000 animaux ont été épargnés cette année. Les prochains animaux bientôt réintroduits à Zinave seront ainsi moins exposés au braconnage. Après 2 jours de voyage, le convoi transportant les gnous depuis l'Afrique du Sud est enfin en approche. Le trajet entre Kruger et Zinave n'a pas été de tout repos. À cause de pistes en mauvais état et de plusieurs crevaisons, les camions ont pris beaucoup de retard. Les gnous ont souffert. Ils sont épuisés. Ils ont fait 50 heures de voyage. Ils sont assez stressés depuis leur capture. Il est donc très important de les relâcher le plus rapidement possible. Ils sont arrivés de nuit et on ne peut pas attendre demain. Il faut qu'on les libère le plus tôt possible pour qu'ils puissent déstresser un peu. Bon, je dois y aller maintenant. Bernard Van Lent, Joao Simoes de Almeida et les équipes sont impatients de les libérer. Après plus de 25 ans d'absence, ces gnous vont repeupler les savanes de Zinave, rejoindre les 85 zèbres et la centaine de buffles relâchés dans le parc ces derniers mois. Le trio de choc de la savane, buffles, zèbres et gnous, est enfin au complet. Malgré de nombreuses précautions, certains animaux ont souffert du voyage. Joao prend en charge une jeune femelle à bout de force. Le vétérinaire l'entraîne immédiatement à l'écart pour la soigner. On l'a placée sous perfusion pour la remettre sur pied. Elle est déshydratée. Si chaque animal compte, les femelles sont encore plus précieuses. Les soigneurs vont veiller sur elles une partie de la nuit. Avec le retour des gnous, une nouvelle étape du dispositif de rewilding vient d'être franchie. Ce matin, Bernard Van Lent démarre son inspection quotidienne du parc dans le secteur où les gnous viennent d'être relâchés. Ça fait vraiment plaisir. Et c'est vraiment gratifiant de voir ces animaux ici. Vous savez, durant de nombreuses années, il n'y avait plus de gnous ni de zèbres dans cette région. On constate qu'ils sont ici chez eux, qu'ils font partie de cet environnement, ils ont l'air d'aller bien. On voit bien que c'est devenu leur habitat. Ils s'y sentent bien et c'est très satisfaisant de voir ça.
De son côté, l'équipe vétérinaire est retournée au chevet de la femelle gnou. C'est un bon signe. Elle n'est pas seulement déshydratée, elle souffre aussi de blessures musculaires. Elle était de ce côté-là. Du côté droit, c'est mieux. Le docteur Johan Marais et moi-même, nous avons fait une perfusion et quelques petites manipulations magiques de vétérinaire. Elle semble aller beaucoup mieux aujourd'hui, mais le pronostic reste incertain. On ne sait pas ce qui va lui arriver. Lors de grandes opérations de capture, quand vous attrapez beaucoup d'animaux en même temps, il y a toujours des dommages. L'objectif est de 0 perte, mais un taux de mortalité de 2% est considéré comme acceptable. Nous autres vétérinaires, chez Saving the Survivors, nous sommes ici pour réduire les pertes. Réintroduire des animaux sauvages demande une attention permanente, mais aussi beaucoup d'énergie et de dévouement. Trevor Landray a récupéré les cartes mémoire des pièges photographiques qu'il a installés près du point d'eau. Il espère voir les derniers éléphants transférés de Kruger. Là, il y a quelques phacochères. Oui, ici, nous en avons encore un. Et là, c'est encore des phacochères. Et quelques buffles. Il y a un groupe de buffles qui traverse juste ici pour rejoindre le point d'eau. On attend toujours un passage d'éléphants. Maintenant, on aperçoit aussi quelques impalas. Ah, c'est bon, voilà des éléphants. Je crois que je reconnais cette famille. Je pense qu'elle vient de Mkuzi, au nord du KwaZulu-Natal. Ils ont tous l'air en bonne santé. C'est l'une des premières familles réintroduites, il y a 2 ans, avec notamment un jeune âgé d'environ 1 an et demi, voire 2 ans. Mais maintenant, je peux voir qu'il y a un bébé plus jeune, qui doit avoir 6 mois environ. C'est très intéressant car c'est la première fois que je vois ce petit. Parmi toutes les hardes qui ont été réintroduites, c'est le premier éléphanteau né à Zinave. La naissance d'un éléphanteau est une nouvelle extraordinaire et très encourageante pour l'avenir de l'espèce à Zinave. Cela confirme que cette harde a trouvé ses repères et s'est parfaitement adaptée à ce nouvel environnement. Mais les caméras pièges n'ont toujours pas permis d'observer le dernier groupe d'éléphants venus de Kruger. Bernard Van Lent décide donc de faire un vol de reconnaissance, car seul un visuel lui permettra de s'assurer de la bonne cohésion du groupe. On va maintenant essayer de trouver les éléphants, mais ils sont compliqués à localiser. Ils ont déjà ouvert des pistes à travers la forêt. On peut voir que d'autres animaux les utilisent également. Je vois des buffles et des zèbres et d'autres animaux en bas. Ah, on dirait bien qu'il y a une harde d'éléphants ici. On dirait qu'ils sont à peu près 25. C'est super. Je vais le signaler à Trevor. Une harde d'éléphants, 25, à environ 2 km au sud du bassin de Zinave. Ce survol a permis de vérifier que la harde est restée soudée.
Au cœur des forêts d'épineux et de mopanes, les girafes ont elles aussi trouvé leur marque. Anthony Alexander, le directeur adjoint de la fondation Peace Parks au Mozambique, est très attaché à ses protégés. La girafe est l'emblème de ce parc. C'est donc l'espèce la plus importante à réintroduire ici. Lors de la première réintroduction, il y a 7 ans, nous avons emmené 7 girafes. Et elles se sont toutes bien adaptées, puisqu'aujourd'hui, nous en avons 20. Ces géantes, qui dominent une partie de la canopée, ont droit à un traitement particulier. Elles occupent un secteur isolé et clôturé du parc. Lorsqu'il y a suffisamment de nourriture, d'eau et qu'il n'y a ni braconnage ni prédateurs, le nombre d'animaux peut grimper très vite, de 30% par an. Leurs populations peuvent ainsi doubler tous les 3 ou 4 ans. Pour d'autres animaux, comme les éléphants ou les girafes, qui ont une durée de gestation plus longue, le taux de croissance est de 6% par an. Nous avons l'intention d'en réintroduire davantage, probablement 200, pour atteindre la capacité maximale de ce sanctuaire qui fait 18 500 hectares. En l'absence de prédateurs, les cobs se reproduisent eux aussi très vite. À raison d'au moins un petit par an et par femelle, leur population va presque doubler en 2 ans. Leur action sur les nouvelles prairies est redoutablement efficace. Aucune jeune pousse ne leur résiste. Peu à peu, de nouvelles clairières et des savanes apparaissent. Zinave peut accueillir d'autres espèces. Avec l'arrivée régulière d'animaux et la récente translocation des gnous, les équipes ont recruté des villageois pour retirer certaines clôtures afin que les herbivores puissent s'approprier l'ensemble du parc. Je travaille dans le parc depuis 2016. Je suis né près d'ici, à Kovan. En ce moment, je m'occupe de la clôture. On doit l'enlever. Je ne sais pas ce que je ferai ensuite, mais je suis très content de travailler dans le parc. Ce projet de restauration du parc est important pour les communautés locales. Dans quelques années, Zinave va accueillir de nombreux touristes, fournir du travail et permettre de développer l'économie de la région. Semaine après semaine, les translocations s'enchaînent. Les équipes du rewilding profitent de la saison sèche pour organiser de nouveaux convois, car bientôt, les pluies rendront les pistes impraticables et le parc sera alors inaccessible. Ce nouveau cortège titanesque en approche transporte près de 300 impalas. Encore un peu hagards, ces petits herbivores ont plutôt bien supporté leur voyage et vont pouvoir profiter des vastes étendues sauvages de Zinave sans avoir à craindre le moindre prédateur. Grâce à tous les efforts entrepris par les équipes du parc, Zinave est en train de renaître de ses cendres. Peu à peu,
toute une biodiversité se réinstalle. Dans les savanes et les sous-bois, des espèces que l'on croyait disparues sont de retour. Rapidement, les insectes recolonisent de nouvelles parties du parc. Le grand programme de repeuplement va se poursuivre durant les années à venir. Zinave comptera alors plus de 1500 gnous, 5000 zèbres et des milliers d'impalas. Au fil du temps, de nouvelles générations de petits et grands herbivores vont voir le jour, grandir et s'approprier ce vaste territoire. Ces éléphantaux seront les fondateurs de nouveaux clans qui viendront à leur tour fouler cette terre. Rapidement, le cycle de la vie reprend. Dans la rivière Savé, les populations de crocodiles s'étoffent. Ces nettoyeurs jouent un rôle clé dans l'écosystème. Ils s'attaquent aux animaux les plus faibles et débarrassent les cours d'eau des charognes ou des poissons malades qui pourraient propager des maladies. Mais le parc de Zinave ne pourra retrouver un certain équilibre sans la présence de grands prédateurs terrestres capables de réguler la croissance des populations d'herbivores. Nous nous concentrons actuellement sur les herbivores, car c'est la priorité, et ensuite, nous voulons rétablir les populations de chaque espèce. Mais nous savons que cet écosystème ne fonctionnera pas correctement sans la présence de carnivores, qui ne sont toujours pas présents ici. Dans un futur proche, nous aimerions donc réintroduire des hyènes. Nous voulons aussi réintroduire des lions, ainsi que des léopards, et éventuellement des guépards. Réensauvager la nature est un travail de longue haleine. Tous les efforts entrepris permettront, un jour, à la faune de Zinave de conquérir de nouveaux espaces et de circuler librement dans le parc transfrontalier du Grand Limpopo. Nous espérons que d'ici quelques années, notre écosystème fonctionnera à nouveau naturellement, à la manière de tous les autres grands parcs nationaux. Ces parcs ont mis longtemps à trouver un équilibre, 50 ans peut-être. Nous espérons faire la même chose en accélérant tout le processus, en introduisant plus d'animaux, et nous pensons pouvoir y parvenir dans un délai plus court, peut-être 10 ans. En plus de protéger la vie sauvage, nous voulons que les communautés locales soient fières de ce parc. Nous voulons rétablir le lien entre la faune sauvage et les populations, car durant de longues années, ils ont vécu ensemble et ils ont profité de ce que la nature leur offrait. Sur cette terre, dévastée par des années de guerre et de braconnage, des hommes et des femmes sont en train d'accomplir l'impossible. Façonner, à partir du néant, un parc national parmi les plus beaux du monde. Leur pari est en passe d'être remporté.